Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une de l'actualité. Djibouti célèbre la journée internationale de prévention des catastrophes. Dans l'actualité internationale, des centaines d'habitants évacués suite à une éruption volcanique en Espagne. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce télégramme de félicitations que le président de la République a présenté au nouveau chancelier autrichien. Le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a exprimé des vœux de succès et de réussite au nouveau chancelier autrichien, M. Alexander Schallenberg, investi lundi à la tête du gouvernement de son pays. Je forme le vœu que votre action à la tête du gouvernement autrichien connaisse donc votre pays davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement, a écrit le chef de l'État dans le télégramme de félicitations transmis à M. Alexander Schallenberg. Votre aptitude à parrainer des consensus à valeur d'atout efficient pour traduire dans les faits les aspirations de vos compatriotes, a-t-il ensuite noté dans le même document. Quant à votre maîtrise des langues étrangères, elle servira inéluctablement aussi de précieux concours à l'Autriche pour accroître l'œuvre continue de son rayonnement sur la scène internationale, a par ailleurs poursuivi le chef de l'État. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti toute la collaboration nécessaire au développement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a également indiqué le président Guelleh avant de réitérer ses chaleureuses félicitations au nouveau chancelier autrichien. Fin de communiqué. Conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents conduite par le président Mohamed Ali Ahmed a tenu aujourd'hui, 13 octobre, sa traditionnelle réunion de programmation des activités du Parlement pour le mois d'octobre. Lors de cette conférence relative à la transmission des textes en instance aux commissions permanentes, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. Ainsi, 7 projets de loi ont été transférés aux commissions compétentes, à savoir le projet de loi autorisant la République de Djibouti de souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Projet de loi autorisant également de souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Société financière internationale et projet de loi portant modalités et conditions de cession de participation de l'État dans le capital des entreprises et projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice de l'année 2020. Ensuite, projet de loi portant adoption de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 de notre pays. Et enfin, projet de loi relatif aux modalités de gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et pour terminer, le projet de loi de finances rectificatif du budget de l'État pour cette année 2021. La 76e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine s'est clôturée hier après-midi au Kempinski Palace Hotel. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée et président de l'Union parlementaire africaine, Mohamed Ali Ahmed. Objectif étant donc de transmettre des recommandations. Eh bien, toutes ces recommandations ont été adoptées dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens qui vivent dans le continent africain. Ces 3 jours riches en partage d'idées ont donné à beaucoup la possibilité d'échanger et de faire le bilan et le besoin dans la communauté africaine. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a félicité tous les participants à cette 76e session et de l'honneur de leur présence.
Le groupe de parlementaires de l'Union parlementaire africaine ont tenu également au Kempinski Palace Hotel le COSUS Femmes. Cette réunion a été présidée par le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamed, et ce dans le but de promouvoir l'implication des femmes dans le développement socio-économique du pays, faire de l'égalité des sexes et du genre dans tous les secteurs de la société, à savoir l'économie, la politique et la culture. Cette réunion a également vu la participation de nombreuses femmes parlementaires de l'UPA qui sont toujours motivées plus pour améliorer les conditions de vie des femmes dans les assemblées nationales et de toute l'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'UPA, Mohamed Ali Hamed, a fait un discours dont voici la teneur. C'est toujours un honneur pour moi de me retrouver face à une assemblée de femmes, car nous savons tous que l'avenir de l'humanité se trouve entre vos mains. Vous êtes avant tout des mères, des épouses, des filles et des sœurs. Mais ici, vous êtes là en tant que femmes politiciennes engagées. Et c'est avec toutes vos valeurs, votre instinct et vos ambitions que vous êtes les forces vives de nos parlements. Vos paroles sont fortes et le peuple que vous représentez sont toujours très attentifs à vos actions et vos paroles. Honorables, je vous encourage à parler encore plus fort et à agir encore plus loin pour que notre union vive et survive, pour que l'Afrique, notre continent, notre mère patrie, que nous représentons fièrement, soit un continent, c'est l'avenir du monde, mais soit un continent qui est responsable, qui compte sur lui-même, qui n'attend pas tout de l'extérieur, mais qui se prend en charge pour améliorer, pour changer les conditions de vie de nos populations. Donc vous êtes, honorables parlementaires, les chevilles ouvrières de ce continent, de notre union, et je vous encourage encore une fois de persévérer et d'agir d'une manière responsable tout au long de vos mandats. Dans l'actualité également, une forte délégation pakistanaise a rendu visite donc ce matin au Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed à la primature. Composée de 4 sénateurs et de 2 députés, cette délégation a été introduite auprès du Premier ministre par 2 parlementaires djiboutiens, en l'occurrence la députée Aïcha Kayad et le député Mohamed Ismail. Les discussions ont porté sur les relations fraternelles et cordiales entre la République de Djibouti et la République du Pakistan. Je vous le disais dans les titres, sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, la journée internationale de gestion des catastrophes a été célébrée ce matin. La journée internationale de la prévention des catastrophes a lieu chaque année le 13 octobre et célèbre la manière dont les personnes et les communautés du monde entier réduisent leur exposition aux catastrophes. La cérémonie de célébration a eu lieu à la mairie de la ville de Djibouti
Eh bien, le thème retenu cette année étant la coopération internationale pour les pays en développement, et ce afin de réduire les risques liés aux catastrophes et les pertes dues aux catastrophes. Le nouveau coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti, M. Eric Overest, a indiqué que ce cadre définit les priorités et les objectifs en termes de capacité locale et les mécanismes de résilience qui visent à la réduction des risques. Le 21, donc aujourd'hui, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes se concentre sur le thème la coopération internationale pour les pays en développement afin de réduire les risques de catastrophes et les pertes également dues aux catastrophes. Comme l'indique le sixième objectif de cet objectif de le cadre de Sendai, de ce troisième sommet sur les risques de catastrophes de 2015. Ce cadre, qui a été adopté en 2015 sur la réduction des risques de catastrophes, définit les priorités et les objectifs en termes de renforcement de capacités locales et de mécanismes de résilience qui visent la réduction des risques et des pertes humaines et matérielles. Le cadre est basé sur les principes de prévention, de préparation, de résilience et de gouvernance. Chaque année, la communauté internationale dépense en fait 20 fois plus à travers la réponse d'urgence que la préparation. Et la mise en œuvre des stratégies nationales, des plans d'action, comme vous avez mentionné, intersectoriels de réduction des risques de catastrophes, alignés avec ce cadre de Sendai, a montré son efficacité. Et le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouha Hassan, s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. C'est un honneur et un réel plaisir aujourd'hui pour moi de prendre donc la parole à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la problématique de la réduction des risques et des catastrophes. Comme vous le savez, le monde célèbre le 13 octobre de chaque année la Journée internationale de la réduction des risques et des catastrophes. Cette célébration marque le point culminant d'une prise de conscience de la communauté internationale sur les vulnérabilités croissantes engendrées par les phénomènes tels que les changements climatiques, mais aussi toutes les activités, donc toutes les catastrophes dues aux activités humaines. Le thème retenu par la communauté internationale pour cette année 2021 est axé sur l'importance de la coopération internationale, de la collaboration et de l'aide apportée aux pays en voie de développement dans l'optique de réduire leurs risques et pertes associées aux désastres naturels. Comme vous le savez, les catastrophes constituent une menace permanente au développement durable. Mesdames et messieurs, néanmoins, la réduction des risques et des catastrophes naturelles est au cœur des préoccupations mondiales en matière de développement. Qu'il s'agisse des inondations, des tremblements de terre, des sécheresses et de tous les phénomènes souvent imprévisibles et qui ravagent en peu de temps la vie des communautés et brisent l'élan du développement. C'est pourquoi la question des risques et des catastrophes naturelles doit être traitée comme une priorité du développement. Ces instruments, une fois disponibles, impliquent au niveau national une profonde compréhension des risques et des catastrophes, ainsi qu'un engagement des communautés et des partenaires à prendre une part active dans ce processus. Et afin de finaliser les travaux d'intégration de la notion de prévention contre les risques et les catastrophes dans les programmes scolaires en collaboration avec les départements concernés. À ce titre, j'exhorte le secrétaire exécutif de gestion et des risques et des catastrophes à mener une démarche inclusive qui implique toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, les pays en voie de développement continuent de se heurter à des difficultés liées aux catastrophes et à l'augmentation des risques. C'est pourquoi nous devons intégrer la prévention des risques et des catastrophes dans la planification et l'exécution à long terme des mesures de développement durable pour permettre aux générations futures de mener une existence qui ne soit pas perturbée par des catastrophes naturelles.
Dans le cadre de sa prise de fonction, le coordinateur par intérim des systèmes des Nations Unies à Djibouti, M. Eric Overvest, a été accueilli ce matin par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nou Hassan. Était présent à cette entrevue le secrétaire exécutif des gestions des catastrophes, Ahmed Mohamed Madar. Le ministre donc a félicité le coordinateur pour sa nomination à ce département avec laquelle la République de Djibouti entretient un partenariat fructueux et de longue date. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, accompagné du ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumine, et la ministre de la Femme et de la Famille se sont rendus ce matin à l'Institut djiboutien des Arts pour procéder au lancement d'un atelier de formation de tissage et textile. Cette formation, qui va durer 14 jours, a pour mission de doter les personnes qui participent aux principes de base des techniques de teinture et de tissage nécessaires à l'élaboration de leur propre unité de confection de tissus traditionnels sans assistance. Cette formation vise également à renforcer les capacités opérationnelles d'un groupe de 50 bénéficiaires en teinture et tissage africains en vue d'offrir l'opportunité aux personnes intéressées par ces métiers et d'en faire un travail décent. Compagnie pour l'écriture de nouvelles pages dans la vie du Salon international du textile africain et celle de nos deux pays liés par des relations d'amitié créées par deux hommes visionnaires, en l'occurrence son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et de son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Le CITA, en tant que cadre panafricain de promotion des valeurs culturelles africaines, se réjouit de célébrer le textile africain en terre djiboutienne. Je voudrais, au nom du commissaire général du Salon international du textile africain CITA, à l'occurrence de l'honorable Mossé Abdoulaye, vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina, vous traduire la reconnaissance du CITA pour cet accueil chaleureux et la facilitation de l'organisation de cette présente formation. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, s'est également exprimée. Très succinctement, je dirais que cette formation répond à 3 objectifs majeurs. Doter d'abord les participants de techniques de tissage et des teintures nécessaires à la confection des tissus traditionnels conformes aux normes de production. Outiller les bénéficiaires de techniques de création et des confections des motifs intégrés sur les tissus produits sur le métier à tisser. Outiller les bénéficiaires en technique des teintures écologiques de fils et des tissus africains. Donc la couture est là, le textile est là, mais il s'agit de perfectionner et de professionnaliser encore mieux ses compétences. Donc je voulais aussi remercier les plus hautes autorités nationales du Burkina, en particulier le président de la République, qui, lors de la visite officielle de son homologue burkinabé les 28 et 29 2021, a souhaité que les Djiboutiennes et Djiboutiens puissent s'investir dans toutes les étapes de fabrication du textile et d'aller au-delà de la confection du tissu importé. Nous saluons aussi, bien sûr, le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, donc, qui a accueilli aussi avec beaucoup d'enthousiasme ce salon international. Et quant au ministre du Tourisme et du Commerce, Mohamed Ouarsama, il a précisé l'importance que revêt cet atelier pour les bénéficiaires. Cette formation, a-t-il déclaré, vise à renforcer les capacités opérationnelles en teinture. Au cours de cette formation, pour les bénéficiaires, a-t-il mis en exergue notamment en parlant des techniques d'apprentissage qui faciliteront la transmission des connaissances acquises à d'autres individus et groupes spécifiques. Et quant à la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a précisé que cette formation va favoriser la promotion de l'employabilité des jeunes et des femmes et va valoriser les activités de la filière textile.
Pour cette 7e édition, il est prévu, dans le cadre de la responsabilité sociale, une formation de 50 jeunes hommes et femmes dans les métiers porteurs de la teinture et du tissage. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail Abdo, a reçu en visite de courtoisie le directeur exécutif de l'ONG Qatar Charity, Mohamed Elway, et la responsable des programmes, Gada Al-Shari, lundi à la cité ministérielle. Accompagnée de ses proches collaborateurs, cette première rencontre entre les deux responsables a porté sur les programmes et actions mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, mais également les voies et moyens de renforcer leur partenariat dans d'autres projets visant à faire reculer la pauvreté, mais aussi mieux connaître la multidimensionnalité de la pauvreté. Et place cette fois au point de presse portant sur l'évolution de la situation du Covid-19 dans notre pays. Les détails dans ce point de presse avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab. Patriotes, les données d'aujourd'hui concernant la pandémie confirment une légère baisse de taux de positivité avec 27 cas sur 638 personnes testées. Nous exhortons toujours à la population à se mobiliser pour la vaccination, car c'est le seul moyen pour contrer cette pandémie. Les données complètes de ce mercredi 13 octobre sont 63 personnes déclarées guéries, 638 tests pratiqués, 27 personnes sont revenues positives et nous déplorons malheureusement un décès survenu sur une personne non vaccinée. Ainsi, nous avons donc un taux de positivité aujourd'hui de 4,23%. Je voudrais aussi vous informer que cette année, nous avons eu 118 décès de Covid-19, alors que nous avons eu au cours de l'année 2020 seulement, je peux dire, 61 personnes décédées. Nous assistons donc à une épidémie beaucoup plus virulente que l'année 2020. Nous demandons donc la mobilisation de toutes les autorités du pays, dans les quartiers, dans les associations, dans les régions sanitaires, de prendre des mesures barrières et de se faire vacciner contre cette maladie. Nous disposons actuellement de différents sites au niveau de Djibouti et au niveau des régions sanitaires. Quant au nombre total de vaccinés au cours donc depuis mars 2021, elle s'élève à 50 048, soit 933 personnes vaccinées en 24 heures. Le bilan global depuis le début de la pandémie s'élève à 228 873 tests réalisés, 13 347 personnes diagnostiquées positives et 12 971 personnes déclarées guéries. Et nous enregistrons 179 décès. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Dans le reste de l'actualité, l'IGAD a lancé hier au Sheraton Hotel un atelier de 2 jours portant sur l'économie bleue. Mis en œuvre dans 4 pays, ce membre de l'IGAD, en l'occurrence Djibouti, le Kenya, la Somalie, le Soudan, soutenu par la Suède. Ils sont une trentaine de délégués de hauts cadres de gouvernement de leurs pays respectifs, ainsi que des experts d'organisations régionales telles que l'Union africaine et les communautés économiques régionales.
ainsi que d'autres partenaires de développement à débattre de la mise en œuvre la plus adéquate de ce projet novateur. La rencontre étant destinée à présenter le projet et ses plans de travail opérationnels ainsi que les dispositions mises en œuvre. C'est aussi l'occasion de s'engager avec les participants afin de partager les connaissances et d'identifier les possibilités de synergie ou de collaboration dans le but de maximiser le potentiel de réalisation des objectifs du projet tout en s'alignant sur les priorités nationales et régionales. Le directeur de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'IGAD, M. Mohamed Moussa, a ouvert les travaux de l'atelier. Il a indiqué au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, il a notamment fait appel en disant, tout d'abord saluant les personnes et notamment remerciant la Suède pour son soutien à ce projet novateur et hautement profitable pour les pays concernés. Il a souligné l'intérêt de développer une économie bleue dans un contexte de protection de la biodiversité marine. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin une importante cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre la stigmatisation, la discrimination des personnes handicapées, dont les enfants. Ainsi, des remises d'équipements spécifiques à des enfants à besoins spécifiques ont été remis au sein du Centre d'éducation des enfants à besoins spéciaux et BAS. Cette cérémonie a été présidée par le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, et également chef de service du Centre de l'éducation des enfants à besoins spéciaux, M. Idriss Moumine, et a vu notamment la participation de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, le directeur général de l'enseignement, Abdi Dirir, les hauts cadres et responsables de la NPH. Ce don étant composé de cartables scolaires, de cannes blanches, de Pékin de braille et du Saint-Coran en braille. À l'occasion de cette cérémonie de lancement de la campagne pour l'inclusion sociale des personnes handicapées, enfants et les enfants, à la remise des équipements spécifiques pour les enfants à besoins spéciaux. Un événement qui est trop dans le cadre des efforts déployés par Djibouti visant à mettre fin à toute forme de discrimination et de marginalisation des enfants, adolescents et adultes. Aujourd'hui encore, à travers le monde, beaucoup de préjugés sur l'handicap et la différence persistent et les personnes handicapées, y compris les enfants, font face à de nombreux obstacles dans leur quotidien, qu'ils soient personnels, en matière d'éducation ou au niveau professionnel. Nous allons remercier ici l'ANPH et l'UNICEF pour le matériel composé de kits scolaires et autres matériels destinés aux enfants EABS. Donc, au nom du ministère de l'Éducation nationale, nous remercions ce don qui a été octroyé aux élèves EABS ici présents. Donc, ce matériel, ces kits scolaires vont servir aux élèves dans le cadre de leur année scolaire. Et donc, c'est un geste qui contribue à la scolarisation des enfants. Le ministère de l'Éducation nationale met sa priorité sur les enfants à besoins spéciaux pour leur scolarisation, pour leur dotation matérielle, et ce don de kits scolaires et autres matériels viennent renforcer déjà les actions du ministère de l'Éducation nationale. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Mme Ruqia Omar Hassan, survenu hier après-midi à Dikil.
La défunte née en 1941 à Djibouti laisse derrière elle 4 enfants et plusieurs petits-enfants. Le ministre du Budget, Abdulkarim Adancher, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, ainsi que le personnel du ministère du Budget adressent leurs condoléances à la famille et proches de la défunte, dont Ohosh, directeur ressources humaines au ministère du Budget, et nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Espagne, des centaines d'habitants évacués suite à une éruption volcanique. Entre 700 et 800 personnes ont été évacuées en Espagne en raison de l'éruption volcanique en cours sur l'île de la Palma, qui fait partie de l'archipel Canaries, au large de la côte ouest de l'Afrique, ont indiqué les services d'urgence locaux. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé qu'il se rendrait à nouveau à la Palma, sa 4e visite du genre en 3 semaines. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.